mais mec, attends, Aquaman, sérieux. Le mec, il a une combinaison. Mais arrêtez avec Aquaman, putain, Aquaman il défonce, il peut parler aux poissons, il peut soulever des armées de poissons. En plus, il a un costume stylé et il respire mec, sous l'eau. Ah, je me demandais ce qu'ils allaient faire pour la première. Bonsoir et soyez les bienvenus dans le Comics Outcast, l'heure consacrée aux bandes dessinées américaines avec des gens dérangés. Ce soir, comme chaque quinzaine, on est avec vous pendant 1 heure. Enfin, cette fois, on va essayer de s'y tenir. Pour parler comics en tout genre, en déversant un peu de nos connaissances, mais toujours avec beaucoup de mauvaise foi. Avec moi, ce soir, toi le premier. Avec moi ce soir, d'ailleurs... On a Joe. D'ailleurs, regardez-le lui. Ouais. Oui, bonsoir, bienvenue. Merci de m'accueillir. Ferme ta gueule. Avec nous, encore le grossier Julien. Bonjour, c'est moi. Bonsoir, merci. Et enfin, Adrien, avec sa belle barbe, que vous ne voyez pas. Que vous pouvez sentir sur le micro quand il la frotte. Vas-y. Ah, ça me fait pas On de bruit. entend rien du tout. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ce soir, on a un petit programme sympa pour vous. On aura des revues sur Gotham Academy, Rocket Raccoon et Black Science. Gaylord nous fera un petit reportage sur Daredevil de Mark Waid. Je fais exprès de parler en français justement pour pas vous mettre mal à l'aise parce que bon voilà quoi. Daredevil, Mark Waid. Gotham Academy, Rocket Raccoon et Black Science. Voilà. On aura une petite discussion sur les sites d'information, donc podcasts, magazines, qui concerne les comics, où est-ce qu'on prend nos sources, où est-ce que vous prenez les vôtres, et enfin on fera un hors les bulles sur les 2 séries qui vont venir sur AMC et le PlayStation Network, en l'occurrence Powers et Preacher. Le PlayStation Network. PSN, C'est fou. dès 2015 voire 2016. Ça on va parler de tout ça un peu plus tard. Mais en attendant, comme d'habitude sur Twitter, vous pouvez commenter, réagir, insulter ou encenser nos chroniqueurs et nos avis en vous servant en vous servant du hashtag Comics Outcast, donc sur notre compte Twitter @Comics Outcast, et rejoindre les groupes Facebook et Instagram de Radio Kawa ou de nous par exemple. Tout le monde est prêt ? Oui. Comics Outcast numéro 7, c'est parti. Encore un jingle pourri, mais c'est pas grave, je commence vraiment à avoir l'habitude. Je pense qu'on va lever le jingle, ça va être plus simple. Mais non, mais c'est mieux comme ça. Ou alors un jour on va cool. débruiter, ce sera... Entièrement a cappella. Alors, on va commencer la revue avec Gotham Academy, c'est Joe qui va nous direct là, présenter. on y va quoi. Bah oui, c'est ce qu'on a prévu. Sans autre forme de procès. Voilà. Alors, donc c'est Ben Fletcher à l'écriture et Becky Brendan Fletcher et Becky Coogan qui écrivent à 2. Clunan, Pardon, pas Coogan, je confonds. oui, qui sont un peu dans les deux. Ça Putain, date mais non. d'octobre, ça vient c'est tout long. juste de commencer, c'est tout frais. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter cette toute nouvelle série, s'il te plaît? Alors, Gotham Academy, édité chez Image Comics, bien entendu, comme son nom l'indique. Corrige, s'il te plaît. Le mec rigole. Il y en a un mec qui rit. Donc oui, c'est chez DC Comics, évidemment. Ça se passe dans le Bat Universe. Et c'est un peu Gotham Academy. C'est vraiment genre Harry Potter meets Gotham City quoi. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, ça se passe à l'Académie de Gotham, qui est une sorte de Poudlard de Gotham City, dans laquelle les enfants et les jeunes adolescents pour l'instant de la haute un peu, j'ai l'impression, de Gotham quand même, viennent faire leurs études avec un directeur qui ressemble à Dumbledore. Enfin bref, c'est-à-dire qu'il porte des manteaux à fourrure avec des étoiles dessus. C'est complètement Harry Potterifié. Et qui donc résolvent un petit peu des mystères au niveau de l'ambiance et également du dessin. Ce serait donc genre Batman meets Harry Potter meets une série de jeux vidéo que peut-être certains aficionados connaissent, qui s'appelle Shin Megami Tensei, particulièrement la série des Persona, où vraiment c'est un peu le même genre d'ambiance, c'est-à-dire c'est des groupes de jeunes élèves dans un lycée qui essayent de résoudre des énigmes et parfois avec des trucs un petit peu glauques. Les 3 premiers numéros, c'est justement pas du tout glauque, au contraire c'est une histoire assez bateau d'enquête à la Cluedo sur un fantôme qui se balade. Penser au Club des 5 perso. Un peu au Club des 5 également, ouais. En plus gros, âgés, il y a un fantôme dans l'aile nord de la Gotham Academy. Tout le monde l'a vu de loin, mais personne n'a jamais vraiment assisté n'a jamais témoigné à une apparition du fantôme. Et donc, la fille d'un personnage qui est connu dans le Bat Universe, à savoir Silverlock. Voilà, Silverlock, qui est actuellement dans le coma à Arkham Manor. Mais ça, on peut pas le dire. Bon, sa fille est dans Gotham Academy. Elle est pote avec la petite sœur de son ex qui s'appelle Maps, qui est une sorte de personnage tellement
mangaïfié. Mais D'ailleurs, ouais, il y a une grosse inspiration, c'est la petite. clairement. Oui, hein, elle ressemble un peu à Makoto. Non, comment elle s'appelle cette nana dans Street Fighter 4 Pas Makoto, j'espère. Si un petit peu. Makoto est un peu plus badass. dans un peu Rival plus Schools. action. avec des bah, plus petits pieds. Avec Mais des moi plus par petits contre elle pieds, m'a ouais. fait penser à et j'ai oublié ma référence. Ah oui, dans Kill la Kill, la sidekick un peu relou qui Exactement. est toujours envie de faire des trucs alors que l'autre est complètement taciturne, Exactement. qui veut juste la traîner partout alors qu'elle a rien demandé quoi. Donc voilà, on a ces deux personnages là dès le départ, et puis un troisième personnage, une troisième meuf, Pommeline, qui est un petit peu la peste de service de la classe, qui évidemment petit à petit au fil des épisodes commence à devenir, ils commencent pas vraiment à devenir potes, mais ils travaillent ensemble sur l'enquête pour retrouver le fantôme. Le Et collègue donc voilà, de tous ces le Japon dirait qu'elle est tsundere, exactement. froide d'apparence mais qui a un grand cœur. Exactement, et donc en fait Gotham Academy c'est plutôt cool parce que c'est pas mal fait, tout est assez attendu finalement, il n'y a pas vraiment de surprise ni dans le scénario ni dans les dessins, même si c'est assez joli, assez mignon, c'est pas non plus Très coloré, révolutionnaire, c'est très coloré. Ouais. Ça m'a rappelé un petit peu le nouveau Captain Marvel, Miss Marvel pardon, du côté de chez Marvel. Voilà, si vous aimez bien ce genre de dessin, un peu mélange manga et BD franco-européenne, un petit peu genre Freak Squill, Wakfu, si vous aimez ces trucs-là, ça devrait vous plaire. Et puis Les cheveux colorés. non mais voilà, vraiment le grosse côté un peu inspiration japonaise, oui. et puis voilà enfin pour l'instant, moi qui suis, faut bien que je le confesse, je suis extrêmement fan de la saga Harry Potter, Ouais. et donc du coup j'aime bien cette ambiance, tes origines, non mais j'aime bien cette ambiance collège, enquête débile, et groupe d'ados qui, alors après voilà, il y a quelques écueils comme le Cara design. Putain, le Cara design, Ouais, c'est ça comme peut tu se dis, dire c'est dans un peu le manga, milieu du donc code, c'est ça. pour ça, tu- Non, mais donc c'est- parfois il y a des personnages en fait comme l'ex du personnage principal, bon qui est Super beau gosse, voilà, avec super les beau yeux gosse, tirés, avec sa casquette visière, Ouais. et ses cheveux en bataille. Bon, mais en même temps voilà, il y a certains personnages aussi qui sont inspirés du Breakfast Club, donc des films en tout cas d'ados américains des années 80, donc il y a plein de références cool. Ça, pour l'instant, ça manque un peu de pas de D'histoire. cohésion, mais d'homogénéité et d'histoire, Oui, un petit peu. histoire. C'est-à-dire qu'on sent que là, la poursuite du fantôme, bon, c'est pour installer un petit peu toute l'ambiance. Ça manque encore d'enjeu, mais moi, je pense que ça peut être une chouette série, tu vois, du dimanche après-midi, quoi, tu Ouais. vois, pour pas se prendre la Qui n'a tête. pas de grands enjeux, Pas de mais grands qui est quand enjeux. même sympa à suivre. Et puis c'est peut-être aussi, je trouve que c'est sympa à suivre, et puis c'est peut-être parce qu'on est en décembre et période de Noël et tout, mais je trouve que c'est une série qui s'adapte parfaitement à l'hiver en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se passe de toute Ambiance façon un peu en hiver. glauque, Exactement. Et donc ça, enfin moi pour l'instant ça fonctionne. Je trouvais ça frais, léger, et je vais continuer à le suivre en fait, avec pas mal d'intérêt. On va passer aux commentaires des autres chroniqueurs. Qu'en as-tu pensé, Julien? Ah, j'avais envie de le dire. J'en ai pensé, c'est agréable à lire, ouais, c'est vraiment le truc qui ressort le plus. C'est agréable à lire avec les dessins entre Disney et manga, ouais, ça m'a vraiment Ah choqué. oui, j'ai en oublié fait. de dire oh my crap. Oh my crap. C'est quand même le truc, elle a la petite Maps qui répète ça tout le temps. C'est-à-dire Ouais. à chaque fois qu'elle voit un truc un peu incroyable, elle dit oh my crap. Et du coup, je l'ai dans la tête depuis une semaine. Petit truc comme ça. Peut-être que truc de vous merde. aussi, ça va vous arriver si vous lisez ce truc. Oh my crap, no, ça ira. Donc moi ça m'a plus fait l'ambiance un peu Harry Potter, etc. Justement, ça m'a un peu déçu. C'était un peu Scooby-Doo, le club des 5, oulala. Mais c'est mortel. Qui est Les derrière fantômes le de masque du McGregor. directeur, Je mais suis le fantôme, il n'y a je vais pas vous l'attraper. réellement d'enjeu, c'est ça qui est un peu relou. Il build vachement une ambiance. Tout est mystérieux au détour des allées allées sombres. Tu vois des mecs qui ont des yeux chelous, tu vois des petits bouts de fantômes, tu vois plein de trucs qui te font dire ah mais qu'est-ce qui va se passer. Il se passe rien en définitive sur les 3 premiers. Pour l'instant, sur les issues. 3 premiers numéros, non. Donc c'est ouais, excité, mais vraiment sur ma fin, tu vois, sur Ouais, les 3 t'attends, premiers issues. J'attends, je vais peut-être lire le 4e, mais Ouais. s'il se passe toujours rien. Arrête, Ouais, le cliffhanger à la fin de la 3 fini pour est moi. plutôt cool, je trouve. Enfin, ça donne envie de. Oui, il est facile, c'est C'est très super facile, simple, un mais, petit bout de fantôme qui. Mais moi ça va dans ce délire Scooby-Doo dont tu parles. Moi si jamais la série part dans un truc un peu feuilletonesque avec un épisode et un fantôme et tout, moi ce serait super pour. Adrien. Oui, non, moi je suis pas convaincu. Adrien puis Julien. Pardon. Pas convaincu en fait de la connexion, tu vois, genre avec Gotham et Batman, etc. Ah, si, mais clairement pas. Qui est Ah, vraiment non. complètement abusé. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a même un truc qui est complètement ouf, c'est genre j'ai vu la couve du 3.
où tu sais en fait genre tu vois sur son bureau elle grave genre le logo de Batman et elle le raye parce qu'elle a l'air de flipper un peu de Batman ou je sais pas quoi. On sait pas encore pourquoi parce qu'au bout de 3 numéros on est toujours en train de construire les personnages et ça c'est un peu relou. Mais surtout cette couve là avec le logo de Batman elle est complètement racoleuse quoi. C'est de la publicité mensongère. Ça te dit genre ouais non mais tu vas voir c'est trop comme c'est connecté à Batman et tout alors qu'en fait à part dans le 1 où vaguement on voit Bruce Wayne qui dit pour venir justifier l'ancrage dans le Batverse. À part ça, c'est quand même vraiment vite fait. Et moi, j'ai pas compris. Peut-être que du coup, il y a tout un pan de l'histoire que tu peux comprendre si t'as lu Batman Eternal, comme tu disais avec la mère de Olive. Ouais. Mais là, pour le moment, voilà, on essaye toujours de dire genre qui est ce personnage principal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intrigue, etc., etc. Alors, moi, au bout de 3 numéros, je suis toujours un petit peu. Mais c'est très joli, c'est super beau, l'ambiance de mystère, etc. est super bien gaulée et c'est plutôt bien écrit d'ailleurs. Alors, Julien, tu voulais dire ? Le truc qui me fait un peu peur pour la suite, c'est que c'est en train de partir un peu en mode Twilight avec les amourettes étudiantes contrariées. Ouais, mais pour l'instant, ça reste très discret quand même. C'est très compliqué, tu ne peux pas comprendre. Mais attends, il y a une scène sur 3 numéros, ça va. Moi, ça m'a. Adrien, tu viens de parler de la couverture du 3. Oui, c'est vrai, oui. Ça me fait penser à Grayson dont on a parlé il y a 2 semaines. Ah non, c'est mieux. Non. C'est mieux que je vais préciser mon avis. C'est le côté. N'oubliez pas que ça se passe dans l'univers de DC Comics. Ouais. N'oubliez pas que des personnages extérieurs peuvent faire leur apparition, donc la série va être bien. C'est un peu le truc que j'ai senti en lisant ça. D'ailleurs, donc on voit. Oui, tu disais pas que ça allait être comme ça. Tu disais ils ont. D'accord. Et je m'attendais pas du tout à ça par rapport à la trame. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est de la merde. Voilà. Oui, non. Et il y a aussi le côté gothique que j'aime bien, avec les références aux journaux. Donc là de je suis Irma. Millie Cobblepot. Voilà. Il y a pas mal de films d'époque où justement ils sont dans des maisons hantées et ils voient le journal d'un tel qui dit oui alors je suis passé dans cette pièce et j'ai senti une fraîcheur et en fait le fantôme est derrière, il est en train de lui mettre des coups sur la tête, des coups sur la tête comme dans Deux Sœurs, des super films. Mais voilà, on passe à la suite. Ouais. Alors c'est Adrien qui va nous parler de Rocket Raccoon. C'est vrai que je vais faire ça. Voilà, les 3 premiers numéros comme d'habitude écrits par Scotty Young, illustrés par Scotty Young, sortis en juillet de cette année chez Marvel Comics. Voilà, donc t'as tout dit. C'est tout. Voilà. On va passer à la prochaine. Vas-y, je t'écoute. Non, donc Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Étonnamment, parle de Rocket Raccoon. Ce personnage haut en fourrure de Guardians of the Galaxy. Cet homme. Donc un raton laveur, anthropomorphe, un petit peu violent, un petit peu porté sur les filles et qui voilà est une partie du succès du film. Et donc ce titre là chez Marvel est sorti en juillet donc de cette année, juste avant le film en fait. Donc c'est à prendre en compte. Oui. C'est pas anodin, je pense. Ouais. C'est sorti en même temps, la même semaine que le titre Star-Lord, qui était aussi un lead sur un personnage de Guardians of the Galaxy. Donc voilà, c'est moi ça m'a étonné quand même que ça soit scénarisé et dessiné par le même gars. Ouais. Donc Scotty Young. Je connais pas vraiment cette pratique-là dans d'autres comics, mais peut-être que je suis pas assez connoisseur. Et donc voilà, on découvre en solo Rocket Raccoon qui, sur son temps libre, sauve des princesses et essaye de se les serrer en douce. Et dans le premier numéro, il se retrouve bien mari quand il apprend qu'il est recherché pour meurtre, des meurtres qu'il n'a jamais commis. Ouais. Et donc il essaye de s'échapper, il y a beaucoup d'action dans ce premier numéro, c'est très drôle, on rigole bien, c'est mine de rien, s'il n'y a pas de sang, etc., il y a quand même pas mal de bagarres, et on retrouve bien notre petit personnage téméraire, ordurier, et voilà. À la fin de ce numéro 1, puisqu'il est dans l'impasse, il décide de se rendre pour en apprendre un petit peu plus sur cette histoire de meurtre dont on l'accuse. Et en fait, il s'avère que il ne serait peut-être pas le seul de son espèce, comme il le pense, prétend, comme il le répète dans tout l'univers. Dans tout l'univers, il dit qu'il est le dernier de son espèce. Et là, manifestement, il y a quelqu'un qui lui ressemble très très fort quand même, qui se fait passer pour lui et qui tue à sa place. Bref, le 2, le 3, ça continue dans ce délire-là. C'est assez bien écrit, c'est très drôle, il y a beaucoup d'action. Il y a pas mal de références, c'est un peu méta à la Deadpool. D'ailleurs, on voit par exemple, toute l'intro du 2,
moi j'étais mort de rire. Il y a Rocket Raccoon qui est donc interrogé au commissariat, et en fait c'est tout un rip-off de la scène de l'interrogatoire dans True Detective. Il est avec ses bières. Ouais. D'un coup, il y a des bières, on comprend pas. Il est en train d'écraser ses canettes. Et genre, il dit Time is a flat cycle. C'est ça. Alors, en fait, je me demandais d'où ça venait. Et en fait, c'est très très drôle de voir la réaction des flics qui disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et puis l'autre il dit je crois qu'il cite une série. Donc voilà, c'est assez méta, un peu à la Deadpool. Où il demande, quand il rentre dans l'avion des flics, il demande s'il peut avoir des films avec Jennifer Lawrence. Ouais, voilà. Donc voilà, on rigole bien. En fait, au tout début, je me suis dit, oh bon, ça va être encore un peu pour les gamins, ça va être un petit peu à la légère. Et au final, non, c'est plus méta et plus violent et un peu badass que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc c'est très joli, c'est très bien mis en page. Et au bout de 3 numéros, je suis revenu sur mon idée principale qui était c'est sorti juste avant le film, c'est un truc à la cash machine quoi. Enfin c'est vraiment une pompe à fric. Il n'y avait pas de raison autre que voilà, c'est de ça. Suivre la vague. Et donc du coup je vais conclure ma petite présentation par une question pour mes petits camarades. Est-ce que vous pensez que c'est un truc à fric ou est-ce que ça a une valeur autre que cela? Joe je pense que effectivement ça a été prévu comme une machine un peu marketing et de toute façon une sorte de synergie entre le film, les séries qui sortent en même temps. Comme dans les cartes ça c'est pas spécialement étonnant je trouve. Ce qui est étonnant c'est que ça va plus loin que le film en fait. Du coup en termes d'insolence et de badasserie, enfin je veux dire dans le film. Je me souviens pas spécialement des meurtres, je me souviens ou des morts en tout cas ou des bagarres, je me souviens plus des trucs marrants. Là, je me souviens que dès les premières pages, Rocket Raccoon noie un policier dans l'eau des égouts. Donc bon, ça va assez loin et finalement donc rapidement, je me suis dit c'est cool effectivement, un peu comme Adrien, c'est pas le truc pour enfants ou jeunes adolescents auquel je m'attendais à la base. Le design un peu toonesque de Scotty Young. Et justement le design toonesque qui à mon sens aurait pu desservir la série, ça c'était un des a priori que j'avais, me rappelle plus des trucs genre Earthworm Jim, c'est-à-dire il y a un côté cartoonesque mais qui sert complètement le propos parce que ça prend à rebours justement tout l'esprit cartoon pour en faire un truc un peu trash et je trouve que ça fonctionne pas mal, les couleurs sont chouettes, ça va vite et pour l'instant les 3 premiers numéros m'ont plutôt bien enthousiasmé. Je sais pas si je vais continuer à lire parce qu'il y a trop de trucs, je sais pas si ce serait une série qui serait dans mon top priorité. Entre ça Gotham Academy, prends ça. Je sais pas. Des meufs qui résout des mystères de fantômes ou un raton laveur qui nique des gars. Et des meufs. Et des meufs. C'est vrai que présenter ainsi, il y a peu le choix ne se laisse pas attendre effectivement. Mais je vais laisser mon compère Julien donner son avis également. Julien. Le design cartoon en fait, je me demande comment ils auraient pu faire autrement au niveau du design pour Rocket Raccoon qui est quand même il a été presque pensé pour faire ce genre de design. Imagine un truc un peu trop sérieux sur un perso comme ça serait pas du tout passé. Oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils auraient pu faire de ce personnage là un personnage cartoonesque mais avec autour de lui un univers plus réaliste. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Merci de le résumer. Ça aurait pas marché parce que le truc que tu ramènes, c'est qu'il y a vraiment mine de rien beaucoup de violence dans ce truc-là. Ouais. Dès les 2 premières pages, t'as un mec qui se fait arracher un bras et qui sort du ring complètement démembré, mais il n'y a pas une goutte de sang. Et il n'y a rien du tout. Donc ils ont réussi à prendre le parti pris cartoon, garder la violence, garder l'insolence de Rocket Raccoon, tout en levelant un petit peu par le bas la violence, tout en gardant la limite. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de scène de cul entre Rocket Raccoon et une princesse. Alors que mon esprit déviant a quand même très envie de voir ça. C'est super intéressant. Il me semble qu'une des premières répliques, c'est quand il trouve la princesse, c'est genre tu voulais voir ma queue. Voilà, c'est ça. Et je sais plus qu'elle répond. Elles sont toutes étonnées la première fois qu'elles voient ma queue. Exactement. Voilà. Bienvenue chez Marvel. Voilà. Oui, on parlera d'ailleurs de la différence entre on n'aime pas mettre du sang, mais on aime bien. Enfin, on peut laisser des auteurs dire des trucs vraiment graveleux à triple sens. Sans aucun problème. Parce que les enfants ou n'importe quel lecteur choisira le sens qui l'intéresse. Et c'est ça le truc. Mais je me demande avec s'il n'y a pas un 12 différents plus niveaux de là-dessus, lecture. un 12 ou un 15 plus. Je revérifierai, mais il me semble qu'il y a une petite limite d'âge. On va vite passer à la 3e
T'as pas dit ce que t'en avais pensé, toi? Non. Bah, moi, Juste, franchement, j'adore. rapidos. Dis-nous vite fait. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé, Eric, si tu voulais savoir. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas demandé. Oui, non mais je sais. J'adore ce côté. Quelqu'un peut me laisser parler ou merde? J'adore Scott Young, j'adore surtout les artworks qu'il fait, parce que si vous allez sur son blog ou sur son Tumblr, vous allez kiffer tout ce qu'il fait. Il fait pas forcément que du Marvel, mais il fait beaucoup d'illustrations dans ce style-là, style un peu chibi, un peu crayon qui dépasse. C'est vraiment adorable. Et je le baise. Et non, sinon, voilà. L'histoire, j'ai pas trop apprécié. Hein. Franchement, non, c'était pas ma gamme. Non. Voilà, ok, très bien. Mais après, en même temps, on s'en fout. Alors, on va passer à la troisième série. On va parler de Black Science, les 3 premiers numéros, comme d'habitude. C'est Julien qui va nous en parler. C'est un peu plus ancien. Alors, c'est Joe qui nous a mis ça au dernier moment dans le conducteur. C'est moi qui l'ai échoué. Et il est juste jelly parce que c'est pas lui qui le fait. Mais c'est pas grave. Alors, Julien, on t'écoute. Tu peux nous présenter déjà qui fait ça? Qui fait ça, c'est Rick Remender, qui était au scénar de Dead Class, dont on a parlé dans un des premiers numéros. Ouais, tu t'en rappelles lequel, bien sûr. C'était le 1. C'était oh la vache, c'était le premier, exact. Et Matteo Scalera au dessin et Dean White à la couleur, et c'est très important. On a tendance à zapper les coloristes, enfin différencier coloristes et dessins, et ici ça prend vraiment une énorme importance sur ce comics. C'est pas les 7 d'or non plus, on va pas récompenser toutes les personnes qui ont comics. C'est publié chez Image Comics. Ouais. Et comment en parler autrement que, allez, je vais vous la faire un peu, je suis scénariste d'Hollywood et je vais vous vendre le comics. Chef, j'ai une idée. Alors, comme dirait Adrien. Imaginez, on est dans la jungle tropicale. Je suis poursuivi, j'ai un scaphandre rouge, je transpire, quelqu'un est avec moi. Vite, il faut te sauver. Il y a des flèches partout, il y a des mecs chelous avec montés sur des murènes géantes, des hommes poissons qui veulent me dégommer la gueule. Et tu t'arrêtes au bord d'un précipice et tu te rends compte de quoi ? Tu es poursuivi sur le bord d'une tortue géante sur lequel il y a une forêt, sur lequel il y a une pyramide, sur lequel il y a un éclair géant de bâtard qui s'écrase. Putain, c'est tellement fou. Mais imaginez le truc, c'est incroyable. Bon, le pitch de base de cette série, c'est un groupe de scientifiques qui font une expérience interdite. Non, ils sont pas noirs, malgré ce que le nom de la série pourrait indiquer. Obligé. Mais il y a quand même un noir et un arabe. Oui, c'est vrai. Faut bien le dire. C'est le quota à respecter. Et donc, ils font de la Black Science, parce qu'ils sont partis du côté obscur de la science, on va dire, des choses interdites. Et leur expérience, ça consistait à voyager entre les univers parallèles. Ils devaient le faire de façon safe, normalement. C'est pour ça que dans leur crew, il y a des enfants qui devaient juste être là pour dire « Ah, regarde, c'est joli mon truc !» Et puis, pouf, ça se déclenche et tout le monde est embarqué. Le dirlo de l'équipe scientifique qui avait rien à foutre là, les scientifiques eux-mêmes, les enfants, tout le monde est là. Et ils arrivent dans un monde complètement chelou, ils se font poursuivre, où il y a des menaces d'explosion. T'es happé dans le truc dès le premier numéro, et ça, c'est super ouf. Ensuite, le dessin est très bien, il est net, il est ouf. Matteo Scalera, je découvre et j'adore, mais surtout la couleur qui donne toute l'ambiance justement à ces comics, c'est incroyable. C'est des couleurs assez flashy, donc du violet, du vert pomme, des trucs normalement dégueux, mais sur un fond assez sombre, ça fait ressortir un côté un peu désuet, un peu pulp. Tu vois les couvertures qu'il y avait dans les années 50 des romans de SF, genre They're Invading from Mars ou des trucs comme ça, et ça fait un peu ressortir ce côté nostalgique de la SF pulp de ces années-là, et c'est vraiment cool. Moi j'ai adoré, et au-delà du premier tome où on n'apprend pas grand-chose, on est propulsé dans l'histoire. Au fur et à mesure, sur les 3 premiers issues, tu découvres pourquoi ils sont là, pourquoi il y a les mômes, pourquoi il y a autant de tension dans l'équipe, et qu'est-ce qu'ils foutent à se balader un peu à la Côte Quantum entre différents univers parallèles. Ah, tu dis que j'aurais dit Sliders. Sliders, c'est Côte Quantum. Mais surtout, un truc qui me rend ouf, c'est leur notion de Eververse. C'est incroyable. Le principe qui permet leur voyage dans les mondes parallèles possibles, c'est que le monde, en fait, c'est une sorte d'oignon. Et à la base de cet oignon-là, il y a un univers primaire, ce qu'il suppose, genre un être premier qui a pris des décisions, qui ont engendré des possibilités, donc ça crée un nouvel univers, qui ont pris d'autres possibilités, ça crée un autre univers, ça crée un autre univers. Et donc les couches de l'oignon s'emplissent, et eux ils voyagent en fait à travers les différentes couches. D'accord. Et ils percent les couches pour arriver dans les univers parallèles. Et tout est possible. Et ça veut dire que Dieu est au centre de l'oignon. Alors, j'ai 2 petites questions par rapport à ça avant que Joe et Adrien ne commentent. Eververse, est-ce que ce serait pas genre le multiverse de... Non, rien à voir. Pourquoi ils feraient pas ça? Ce serait génial, non? Il y a des indices comme quoi il pourrait y avoir plusieurs fois la même personne.
dans un autre... Enfin, tu pourrais croiser tes doubles parce que potentiellement tout est possible sur les univers parallèles. C'est un choix différent, c'est comme dans Sliders. Ouais. Et ils vont peut-être en croiser, je ne sais pas. Moi j'ai lu jusqu'au 5, mais bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est assez ouf. Mais on part pas sur le multiverse de DC ou vraiment what the fuck quoi. Ouais. D'accord, là c'est plus concentré dans cette histoire. C'est ça. Adrien. Ouais. Pour rebondir sur le l'Eververse, en fait, je pense que ça s'appelle l'Eververse par rapport à la théorie des réalités d'Everett. Voilà, puisque voilà, c'est une théorie. C'est pas au sens onirique. Mais fils de pute. Non, parce que voilà, bon voilà, donc pas ce seul, alors, mais bon, les vrais savent, les vrais savent. Je vais quand même continuer à vous parler. Tu as le droit. Je vais prendre sur moi. C'est vraiment super bien. C'était vraiment cool. Ça souffre un petit peu du syndrome Vertigo Image Comics, à savoir genre alors attention, pendant les 3 premiers numéros tu vas rien comprendre mais tu vas kiffer. Mais tu vas rien comprendre. Non mais c'est vrai que les pages défilaient et il y avait tout ce que j'aimais, à savoir des mecs en scaphandre, des dimensionnautes qui courent et qui ont peur et dans l'espace et sur des tortues géantes. Enfin, je veux dire, comment ne pas acheter ça? Et en même temps, tu comprends tellement rien que voilà, moi, à titre personnel, ça me frustre un peu. J'en avais déjà parlé, par exemple, avec Triz, où en fait, finalement, l'intrigue met quand même du temps à devenir un minimum limpide. Alors, je te dis juste, même encore en 6e numéro, waouh. Ouais, bon, voilà. De Triz ou de Black Science? Bon, pour le coup, Black Science prend forme quand même. Hein, à la fin du 2-3, ça y est, tu commences à comprendre le truc. À la fin du 1, tu te fais what the fuck. Au 2, tu fais ok, voilà, ça c'est possible. Et au 3, tu fais I want more. c'est quand même c'est vraiment très cool. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Écoutez, ça fait un petit peu penser à du Slider, un peu dark, un peu plus fou quoi. Ouais, un peu plus dark, un peu plus fou. Et puis il y a cette espèce de jeu de flashback là qui d'ailleurs m'intrigue pour le moment puisque le flashback se fait 7 heures avant. Je me demande si c'est vraiment 7 heures avant ou si bizarre, du coup il y a une distorsion du temps qui peut être intéressante. Bon, voilà. Et pour l'apothéose, on va prendre Joe parce qu'à mon avis, là, c'est difficile parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je connais la suite. Cette série, c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2014. C'est vraiment, je trouve, brillant cette série. C'est surtout un auteur que j'adore, Rick Remender, donc dont on parlait, qui a écrit effectivement Deadly Class, mais qui a aussi avec en fait cette série Black Science, c'est un peu une nouvelle variation sur sa meilleure série à mon sens, qui est Fear Agent, qui était déjà une série un petit peu science-fiction old school, qui parlait pas de voyage dans des mondes parallèles mais de voyage dans le temps, en l'occurrence, mais de également toutes les merdes que ça peut apporter dans la vie d'un personnage principal. Là, le personnage principal, en tout cas dans les premiers numéros de Black Science, Grant McKay, qui est le scientifique qui a inventé ce fameux pilier qui permet de voyager dans les mondes parallèles, c'est un petit peu une... Alors excusez-moi, selon la théorie de la réalité des vrais, il faudrait parler de mondes divergents et pas parallèles, puisque... Écoutez, rasez-vous déjà la barbe et on en parlera, je veux dire, merde. Waouh. Et donc c'est un peu une sorte de nouveau Heathrow Houston, qui était le personnage principal de Fear Agent. C'est-à-dire que il essaye plus ou moins de remettre dans l'ordre un truc qu'il a foiré en allant un petit peu trop loin dans ses projets, et il se retrouve vraiment dans la merde la plus totale. Et ce qui est génial, c'est que à chaque nouveau numéro, tu te dis mais c'est de plus en plus la merde, et c'est impossible que les mecs s'en sortent. Et finalement, je suis sûr qu'il se passera des trucs encore plus fous dans les numéros à venir. Juste avant qu'on enchaîne sur la suite, je voulais insister donc sur ce mec Remender, sur sa manière de mettre en place ses personnages, sa manière de dialoguer. C'est vraiment un peu le Tarantino du comics, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de références, ça part dans tous les sens. Contrairement à des trucs qu'il a fait avant comme Frankencastle ou Fear Agent, il y a moins de voix off intérieures. Avant, c'était beaucoup construit. Il y en a pas mal. Là, tout le premier numéro, c'est beaucoup de... Il y en a quand même moins. Vraiment, il y en a un peu moins que d'habitude. Il essaye de plus, en tout cas, soigner par la suite ces enchaînements de punchline et de répliques, et ça marche vraiment très très bien. Plus ça va, plus il y a de personnages badass. Effectivement, c'est super beau, les couleurs sont dingues. Voilà, moi aussi je le conseille à tout le monde, c'est mortel. Alors comme Adrien, le premier je comprenais pas trop. Par contre, c'est vrai que dans le deuxième, le truc qui m'a vraiment donné envie de voir la suite, c'est quand le héros, donc Mackay, explique aux 2 enfants, de pauvres gamins qui sont là, que leur mère est morte.
Voilà. Mais genre cash. Ouais. Au début il essaie de couvrir ça, puis après il fait non écoute on n'a pas de temps là, ça fait 7 heures qu'on est parti, votre mère est morte, on va ailleurs, allez. C'est pas leur mère. C'est pas leur mère en fait. Ouais merci pour le spoil. Mais non mais déjà tu tu spoilais en disant. Non mais le jet. Anyway. Oh, excuse-moi, on déspoil ton spoil par un autre spoil. Hein. Voilà, on est complètement dans des mondes divergents. Aux auditeurs, on les rassure juste derrière. Voilà, on fait un ascenseur émotionnel. Mais juste rapidos, je rebondis juste rapidement sur ce que tu disais. Le fait, et ce qu'Adrien disait, je pense que le fait qu'on comprenne rien et qu'on soit complètement déstabilisé au premier numéro, contrairement à Trees, c'est vraiment voulu. C'est-à-dire que on plonge tellement dans la panique de ces personnages. Dans les dernières pages, en fait, on retombe déjà sur nos pattes. C'est ça. Mais on met bien 30 pages bien paumées, quoi. Ouais, mais imagine, mais on retombe sur nos pattes à la fin du premier. Tu te fais balancer dans un univers divergent. Tu t'es dans une panique totale. Tu comprends pas ce qui se passe. Non, mais du coup, c'est bien rendu. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça et ça me fait. Taisez-vous, Eric chante. Ok. Bon voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cela. Alors donc toutes ces BD, vous pouvez bien sûr les trouver sur les boutiques en ligne des trois grands distributeurs, donc Marvel, DC, machin. Donc ça coûte un peu moins cher. Donc ça, bien évidemment, c'est en anglais. On peut attendre des versions françaises de Rocket Raccoon chez Panini bientôt. Et ou sinon, vous pouvez les acheter physiquement. Hein, mais voilà. Je vais l'acheter, Black Science. Oui. Et moi, j'ai acheté quoi? J'ai acheté Gotham Academy. Parce que c'était pas très cher, je crois que c'est 3 €. Voilà, c'est pas cher. Donc voilà, c'est des comics. Comme un comics qui coûte 3 € quoi. Voilà, chez Marvel ça coûte parfois plus cher. Hein. Ouais, c'est vrai. On va vous mettre une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. On va mettre. T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur internet? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français? J'ai l'émission qu'il te faut. Ta gueule. Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages. Ta gueule, une émission Radio Kawa. De retour dans Comics Outcast, l'épisode toujours numéro 7 avec le jingle qui part sur mes oreilles et on vous balance le reportage de Guillard qui aujourd'hui va vous parler de Daredevil. A tout de suite. Dans 3 minutes. Dans la masse des super-héros Marvel, il y en a forcément qui sont moins mis en valeur que d'autres. Et des fois c'est pire, à cause d'un mauvais film, certains d'entre eux peuvent se coller une sale réputation à vie. C'est le problème que j'ai à chaque fois que j'essaye de conseiller Daredevil à quelqu'un, mais je ne désespère pas, donc cette 7ème chronique sera consacrée à Daredevil, plus précisément au run de Mark Waid qui a commencé en 2011 et qui court toujours. Sans tomber dans la liste de toutes ces bonnes histoires, on peut dégager au moins 2 maxi bonnes périodes de lecture depuis la création du personnage en 1964. Il y a déjà l'arrivée de Frank Miller sur le titre au début des années 80, il crée le personnage d'Electra et reprend le Kingpin, le Caïd en VF, l'un des ennemis de Spider-Man pour en faire l'ennemi juré de Daredevil. C'est à ce moment-là que le personnage devient plus sombre et qu'il va avoir du mal à garder une petite amie en vie plus de quelques mois. Et c'est une période aussi qui voit des histoires fabuleuses se mettre en scène par le biais de David Mazzucchelli, Anno Senti et John Romita Jr. pour ne citer que quelques têtes de gondole. Faisons maintenant un gigabond en avant, la seconde période prend place dans les années 2000, durant lesquelles il va se passer des choses un peu faux-folles sur le personnage. Déjà, son identité secrète va être jetée en pâture aux médias et sa vie va devenir un véritable enfer. Il va s'atterrir de plus en plus en merde et pencher du côté sombre, très sombre de la force. Ici, les artistes phares sont Brian Michael Bendis, Ed Brubaker et Andy Diggle. Puis Mark Waid arrive sur le titre fin 2011 et brise ce cercle de malheur. On passe à la V3, un très bon moment pour prendre le train en marche puisqu'on assiste à la résurrection du personnage. La partie graphique tranche aussi avec l'ambiance des arcs précédents. On passe du trait sombre et rugueux d'artistes comme Alex Malif et Michael Lark à des courbes et des couleurs plus joyeuses, en compagnie de Paolo Rivera et Marcos Martin. On ne compte plus la traversée du désert d'un personnage qui en chie perpétuellement, mais plus le quotidien d'un avocat qui doit gérer les rumeurs autour de son identité secrète et son taf de justicier, péteur de clavicule et ennemi number one des ligaments croisés. Pour ceux qui ont connu l'ambiance des débuts, forcément, ça tranche pas mal. Mais rassurez-vous, on ne perd pas du tout le personnage puisqu'il reste toujours cette tête brûlée, un brin psychopathe et cet incroyable combattant qui continue d'en chier. D'ailleurs, cette V3 est marquée par un petit événement. En cours de route, Chris Samney débarque. Il a un dessin très cartoon, avec un trait plus appuyé. Ses personnages sont plus anguleux et il a un découpage plus vif des cases. Il reste jusqu'à la fin de cette V3 qui compte 36 chapitres, donc si vous faites bien le calcul, 3 ans après la Renaissance, boum, c'est la fin de Daredevil. Pour la petite histoire, Matt Murdock se fait rattraper par les rumeurs et menacé par une organisation qui s'en prend une fois de plus à son entourage. L'avocat n'a alors plus le choix, et pour éviter de sombrer, il prend tout le monde à contre-pied en avouant publiquement son identité secrète. Plus de pression à ce niveau-là, mais du coup, Matt Murdock se fait radier de la cour de New York. On s'inquiète assez brièvement puisqu'il en profite pour s'installer sur la côte ouest, à San Francisco, le seul endroit où sa licence d'avocat est encore active. Et c'est là que commence la V4 en fait, en même temps que le relaunch All New Marvel Now en mars de cette année, toujours avec Mark Waid au scénario et Chris Samney qui devient le dessinateur régulier du personnage. Débute une période surprenante où pour la première fois le super-héros perd complètement ses marques.
Il évolue pour la première fois en dehors d'Hell's Kitchen, dans une ville dont il ignore tout, et il y a un autre couac en fait, c'est qu'en dévoilant son identité secrète, il a aussi dévoilé le fonctionnement de son sens radar. Et pour Abel, ce pouvoir lui permet de capter son environnement malgré son handicap, donc il ne voit rien, mais il est incroyablement sensible, point faible que ses ennemis ne manqueront plus d'utiliser. Il y a des côtés amusants, comme par exemple le fait que tout le monde veut un selfie avec Matt Murdock, à chaque fois qu'il le croise dans la rue. Le personnage fait plus semblant de marcher avec une canne aussi, ça a l'air de rien comme ça, mais dans sa démarche, dans son humeur, on sent vraiment une évolution dans le personnage, ce qui est toujours un petit exploit dans un comics mainstream. Daredevil V4 compte pour l'instant 10 chapitres et la série est en cours. À vous de voir par où commencer en fonction du temps que vous avez accordé au perso. Moi j'aurais tendance à vous conseiller la V3 qui n'est pas si loin et qui constitue le vrai point de départ des aventures contées par Mark Waid. Vous trouverez facilement les TPB et hardcover en VO, en VF, la série publiée dans la revue Marvel Knight. C'est tout pour moi, au revoir les gens. Marvel Knight. Et oui, Daredevil, très très bonne série que mon pote Charlie, Big Up, m'a conseillé et que je continue à lire. Et je vous la recommande grandement comme Gaylord vient de le faire. On va passer à notre petite discussion. Cette semaine, j'ai décidé... C'était très compliqué, mais... Attends, tu veux dire que c'est le débat là? Bah oui. Non mais je veux dire, qu'est-ce que tu sous-entends que c'est le débat chiotte, quoi. On a de la production, profitons-en quoi. Mais genre, là je tombe sur les pattes. On va parler de... des comics et de l'information. En gros, on va vous parler de ce dont nous on se sert pour se renseigner sur les comics et tout ce qui les touche, donc les films, les jouets, tout ça. On vous a fait une petite liste de sites qu'on connaît, plus ou moins d'ailleurs, et on va en parler un peu pour voir leur valeur par rapport à ce dont vous avez besoin, ce dont on a besoin par rapport à notre consommation de comics. Alors on va commencer par, je pense, le plus connu. Mais vous me direz si je me trompe, c'est Comic Vine, donc un site anglophone très généraliste et qui parle surtout des sorties. Ils vont faire des revues pour chaque gros titre Marvel, DC, Image, Boom, tout ce que vous voulez, tous les gros crossovers, ce genre de choses. Ils ont des podcasts aussi hebdomadaires, mais qui sont très longs, dans les 2-3 heures. Large. Ouais, c'est par rapport à nous en tout cas. Quand je vais courir, j'écoute ça par exemple. Enfin, je les mets 2 fois du coup. La gueule. Et qui sont assez sympas. Est-ce que vous connaissez ce site? Absolument pas. Qui est une grosse référence quand même. C'est une grosse référence, ouais. Mais c'est bizarre. On va sûrement en parler tout à l'heure d'un autre site. Par exemple, quand moi je cherche des infos sur les devoirs que tu nous donnes, et ben il y a au niveau du référencement, c'est plus CBR qui ressort, Comic Book Resource, qui ressort assez facilement, même s'il est plus moche et qu'il est peut-être un peu moins fourni sur au niveau des contenus podcasts et communautés. Mais c'est lui qui pop pour moi en premier à chaque fois. Mais c'est intéressant, tu me l'as bien vendu ton Comic Vine. Oh, c'est très simple. Adrien, tu connaissais vite fait? Oui, un petit peu, oui. Mais c'est pas ma source principale, je ne dévoilerai pas mes sources. On va parler rapidement. Le mec a pas compris le concept du podcast. Non, moi je suis pas là pour vous dire mes secrets. On va rapidement parler du coup de Comic Book Resources, donc cet autre gros site américain encore une fois, qui en fait concentre sa force dans ce forum qui parfois leak des trucs. On va avoir certains gros leaks qui émanent de ce forum là avec des discussions qui dépassent pourquoi le slip de Batman est plus gris que dans la version précédente, parce qu'on peut aussi avoir ça dans beaucoup de forums et c'est un peu dommage, mais là-dedans les conversations sont un peu plus élevées et sont très intéressantes. Donc toi tu consultes, Julien? Au niveau du forum, non, j'y vais jamais. Non, mais le site, au niveau de l'info, un psychologue en fait. Voilà. Oui, je consulte. Alors la dernière fois, on a parlé de ma mère et puis aussi, oui. CBR, ils en parlent. Non, pas de ma mère. Mais... Oh là là. On ne dit pas les mamans. Les comics, oui, c'est riche parce que en plus les liens sont très bien faits. Que tu cliques sur un auteur, que tu cliques sur une série, c'est très très bien ramifié. Tu peux retomber sur tes pieds, découvrir ce que les auteurs ou les dessinateurs ont fait avant, lister tous les trucs, aller et t'envoyer directement vers le forum où ils en parlent en plus. Ça, c'est super bien foutu. J'aime bien aussi les éditos qu'ils font. Il y a beaucoup d'anciens auteurs ou de collaborateurs dans les maisons d'ici, Marvel ou toutes les autres, hein, pas tout le citer à chaque fois, sur l'envers du décor. Et c'est assez intéressant parfois d'avoir un putain de feuillet de 2000 mots avec le voici mon expérience. Et c'est pas juste de la déblatération, c'est vraiment intéressant parce que la personne livre des choses auxquelles on ne penserait pas forcément sur la vie d'un illustrateur ou sur la vie d'un auteur, qui à ma foi sont intéressantes. Donc pour le coup, rien que pour ça, si vous voulez avoir des à côté de la vie des comics, c'est pas mal de consulter ça de temps en temps. Il y a des bons éditos sympas. Par contre, pour les méga noobs comme moi, par exemple, si je commence un nouveau héros ou une nouvelle série, etc., pour rentrer dedans et connaître les à côté de la vie du super-héros, etc., Wikipédia, c'est plus Wikipédia, exactement, parce que là, sinon, t'es complètement largué. Les mecs parlent à des types d'un certain niveau, on va dire.
Ils partent du principe que tu as lu certaines choses puisque tu es venu pour lire tel comics. Et je vais rajouter les mecs. Alors, vous voyez pas la pause d'Adrien là, mais il est très à l'aise, très à l'aise. Souvent les éditos et les reviews, etc. Je les trouve quand même surenthousiastes, quoi. Tout le temps, ils sont contents d'être contents, les gars, quoi. Ouais. Bah ils essayent de vendre le truc. Voilà, bon, tu vois, genre, c'est quand même un peu un truc qui est tellement des professionnels que ils en perdent un peu l'objectivité parfois, je trouve. Ah, tu veux dire c'est tellement des passionnés, au contraire de professionnels, tu veux dire non? Enfin, non, je pense que... C'est vrai que j'ai aucune idée de ce qu'ils font dans la vie les deux. J'ai un peu l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts ou je sais pas. Ah oui d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, genre c'est presque plus du journalisme à ce point-là. Là on parle de... Ce sont vraiment des blogs, hein. Enfin, là mon avis... Blog. Il y a un autre gros site qui... Retrouvez-nous, il y a une version non coupée du podcast où on fait ça pendant 10 minutes. On la mettra en... Là je vais parler d'un autre site qui s'appelle Screen Rant, qui à la base était consacré... Adrien est mort de rire, on l'a perdu. Qui à la base était consacré au cinéma. Donc à la base c'est vraiment juste info TV ciné. Et pour le coup en fait donc forcément j'ai un hockey de notre spectateur Charlie de l'autre côté. Donc avec les résidences d'année et les gros films, les grosses productions Marvel d'ici, tout ça, se sont tournés vers la news super-héros. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de voici l'annonce de tel nouveau réalisateur pour tel film qui va sortir dans 7 ans. Genre par exemple Wonder Woman, ils ont fait 5 articles dessus, ça m'a un peu énervé, mais bon c'est... parlons-en. Voilà, c'est des putaclic un peu, en plus avec leurs liens connexes qui sont horribles, mais au niveau de l'info ça va, ils sont pas mal du tout, surtout quand on s'adresse vraiment juste à l'actualité cinéma et télévision. Ils sont très très bons là-dessus, donc tout ce qui est News Walking Dead, News, donc les futurs films, News, tout ce qui est Terminator et conneries, tout un peu geek on va dire, sans être péjoratif là-dessus et sans l'utiliser à tort et à travers, c'est pas trop mal. Vous consultez ça ? Screen Rant? Non mais à chaque fois je finis un truc, autre chose. Moi je dis rien depuis le début parce qu'en fait je vais sur BFM en fait quoi, tout simplement. Moi ma source d'information comics, tu vois, pop culture c'est BFM. Pop culture, tu sais la chronique pop culture sur BFM. Plus parfois ils parlent de nouvelles technologies et tout, j'aime bien aussi. Mais je suis sûr qu'ils doivent avoir un chroniqueur. Mais oui ils ont un chroniqueur et chauve à lunettes quoi. Enfin, tu vois alors. T'as jamais vu le chroniqueur qui est pas mal d'ailleurs en fait. Ça va, il se débrouille. C'est pas le sujet. Moi je veux choper le mec, le libraire là avec la houppette là, super connu depuis 20 ans, qui fait toujours la même chose, avec le crâne rasé sur le côté. Ah oui, mais alors parce qu'on est chez WeFM, il faisait une chronique chez WeFM pendant un an. Il est si rigolo. Il est fidèle, on dirait un personnage de BD. Sinon il y a une émission sur Public, c'est ouais. Alors ouais. Voilà, mais oui, ça s'appelle comment Hors les bulles. Non, c'est pas hors les bulles, mais c'est pas un monde et des bulles, un monde de bulles. Ouais, c'est moi un truc comme ça. Un truc avec bulles. Alors Public Sénat, la chaîne 13 de la TNT. Pourquoi je sais ça? Tout ça c'était pour dire quand même que je vais en fait assez peu me renseigner sur les comics sur internet. En fait je me sers plus de Wikipédia effectivement quand un truc m'intéresse, et je me renseigne beaucoup. Mais ça c'est pas de l'actu. C'est pas forcément de l'actu, et pour l'actu en fait je suis beaucoup d'auteurs et de dessinateurs sur Instagram, et du coup c'est bizarre, mais ça me suffit en fait. C'est-à-dire que c'est via Instagram que je découvre des nouveaux trucs, parce que souvent les auteurs et les dessinateurs n'hésitent pas, mais vraiment pas, à mettre en avant les trucs qu'ils kiffent et qu'ils sont en train de lire en ce moment. Et justement je me dis putain, s'il y a un auteur que j'adore vraiment, s'il y a un truc qui va me conseiller de lire en comics, je vais me plonger dedans les yeux fermés, ou au moins je vais choper le premier numéro et je vais voir. Et c'est plus comme ça en fait, c'est directement via les artistes quoi, si tu veux, Twitter. Est-ce que tu as des comptes à recommander d'ailleurs sur ça? Alors moi je te coupe tout de suite, le compte de Neil Gaiman et le compte de Dan Slott. Ouais, sur Instagram et Twitter. Sur Twitter le compte de Scott Snyder aussi, le mec qui écrit Batman actuellement, est vraiment bien foutu, parce que ouais pareil, le mec parle pas mal de ses coups de cœur et il a souvent plutôt bon goût. Mais donc en revanche les sites genre Comic Book Resources, tu vois, j'y vais plus pour savoir si je vais acheter un truc vieux. C'est-à-dire dans Comic Book Resources, quand je vais comment dire, voir les avis sur l'omnibus d'une série, pardon, je régurgite mon Big Mac en même temps que je vous parle, c'est tout à fait dégueulasse. Mais en même temps, c'est un petit peu l'envers du décor de Comics Outcast qu'on vous offre par le biais de cette régurgitation dégueulasse. Dès samedi matin, on vous mettra l'Instagram du vomi. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas fait un calendrier de l'avant Comics Outcast. Non, c'est très bien.
Bref, Ah donc oui, on est le 12 ouais, je vais plus sur les sites genre Comic Books Resources pour me renseigner sur le synopsis d'une série, sur ce que ça raconte et pour voir quelques avis de lecteurs, plus que pour de l'info nouvelle en fait. Ouais. Donc un truc condensé d'un truc sur lequel tu n'es pas Exactement. forcément sûr. Il y a le Twitter de Jeff Jones aussi, donc le directeur artistique de DC Comics, même qui si est pas j'aime mal pas à trop, suivre. j'aime pas Et lui, trop si ce je type, baise. mais Alors, bon. ensuite, il me revient pas. on va parler rapidement de ce qui peut se faire en France, parce que là tout ça c'était La ici. France. Voilà, la France. Déjà Comixology, il y a un Comixology France, non? Oui, justement, on en parlait rapidement. Oui, avec, Il y a, ouais, exactement. Comixology Vous créé en confirmez, 1943. Adrien? On me dit dans l'oreillette que c'est confirmé. I concur. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait des gestes, mais on ne voit pas. On te voit pas. C'est Oui, comme mais moi en fait, avec c'est mes... pour la version- je m'entraîne pour la version filmée. Voilà, c'est ça. De Comics Out. Vous là. Donc en France, on a un site majeur, mais apparemment il y en a d'autres, mais pour moi le site majeur c'est ça. C'est Comics Blog, qui est, je pense, si je me trompe pas, le leader. Non mais franchement, je sais pas, le leader, parce que il parle vraiment de tout. Pour le coup, il se limite pas à DC, Marvel, tout ça. Il parle vraiment de tout. Et ce qui est un peu cool, c'est parce que bon, il y a d'autres sites qui sont un peu sectaires à cet égard. Ils ont une petite web TV. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des vidéos récentes ces derniers mois. Mais voilà, ciné, télé, revues, figurines, toys, tout ce que vous voulez. Ils parlent à peu près de tout. Je trouve ça pas mal. Après, apparemment, je les ai croisés plus ou moins chez pendant les Paris Comics Expo. Mais c'est des fils de pute. Non, vraiment des fils de pute. non, ils sont très nombreux, donc je pense que voilà, ils ont pas mal de. Adrien, il a cru que j'étais complètement sérieux. Ils ont gueule que j'ai fait genre. compétences directes. Pourquoi ils continuent leur truc? Voilà. D'autres trucs français vite fait. Ouais, moi j'aime beaucoup dcpplanet.fr qui parle que de DC. Sectarisme. Pardon. Et mdcu-comics.fr qui sont pas mal. Mais bon, cela dit, autant c'est des sites que j'aime beaucoup, autant, et je rebondis un petit peu sur la liste, j'ai tendance à réduire au minimum ma liste d'informations, notamment sur Kotaku, genre qui est très très généraliste, mais qui englobe du coup les news un peu geek, et Bleeding Cool, parce qu'en fait avec ça, j'ai l'essence, enfin j'ai vraiment ce qu'il me faut en termes de news sur l'actu comics, autant en papier que ciné. J'essaye de réduire en fait au minimum mes sites, mes sources quoi. Mini point sur Bleeding Cool, c'est le site des putaclics qui pourquoi tu m'imites? Je sais pas. Qui balance le plus grand nombre de rumeurs, qui se confirme pour 99,9% des trucs qu'ils balancent. À chaque fois ils le savent, c'est eux les premiers. Voilà. Et comme tous les autres sites ne font que citer Bleeding Cool, au final, si je m'abonne à Bleeding Cool, je suis plutôt malin. Voilà. Je pense que j'ai fait un bon choix. Voilà. I'm on the safe side. Il y avait un site français, je sais pas s'il existe toujours, parce que j'arrive pas à charger la page. Donc je me dis que peut-être ça a disparu. Qui s'appelle superpouvoir.com, tout simplement. C'est nul comme c'est nul comme nom, mais c'était franchement, c'était un des premiers sites de comics que j'ai découvert en France à l'époque, en tout cas. Il y a une petite dizaine, un petit peu moins quand je suis arrivé en France. Et c'est vraiment un très très bon site. Oh, ferme ta gueule. Un chouette site sur les comic books tenu par des passionnés et qui là proposait plus des plutôt que de la news. Et ça c'est un truc qui me plaît aussi parfois dans les sites, de l'analyse et du point de vue sur certaines sagas, certaines séries. Et je trouvais ça parfois pertinent et intéressant de se frotter à la vision d'autres. Mais d'autres lecteurs plus avisés que moi-même, car ce sont souvent des gens qui écrivent des essais sur les comic books. On va quitter la planète Terre. On va quitter le papier, mais en fait c'est pas du papier parce que c'est juste des données numériques. On va parler de son, à part nous, parce que bon, apparemment on n'est pas ça. On va parler d'un podcast de Kevin Smith qui s'appelle Fat Man on Batman. J'essaye de dire avec l'accent américain. Meilleur titre. Oui, c'est énorme, titre. littéralement. Donc Kevin Smith, pardon, qu'on ne présente pas. Vous pouvez trouver ça sur Smodcast. Oui, non, plus je m'en fous. Smodcast, parce que je le baisse pas. Smodcast.com. Non, pas du tout. Donc c'est juste un podcast, donc c'est 1 heure. C'est absolument délirant.
Tu sais jamais vraiment quelle va être l'humeur de Kevin Smith, mais il est toujours ouf, donc voilà. Donc ça c'est ouf. Donc il reçoit des acteurs du monde des comics, donc beaucoup d'auteurs, beaucoup d'illustrateurs. C'est vraiment des interviews un peu cash quoi. Puis vu que c'est Kevin Smith, il peut avoir du beau monde quoi. Ouais. Il a quand même du gros lourd quoi. Il est sûr de lui, les mecs lui parlent franc-jeu, enfin tout le monde parle franc, c'est vrai que ça du coup c'est cool. C'est très très sympa. Par contre le seul truc que je regrette c'est les diffusions complètement erratiques. C'est-à-dire que pendant un mois tu vas avoir 4 épisodes et puis après pendant 2 mois rien. Mais bon après tu connais son peu du temps. Voilà, c'est ce que je me disais. Moi ce qui me fait chier c'est que ce soit pas sous-titré en français. Sous-titré le podcast. Alors, d'accord, justement faire le. Alors du coup on peut parler de Comic Bookman qui est la version presque vidéo de ce podcast de Kevin Smith qui est cool. C'est vrai. C'est vrai. Non, Voilà, mais vous ne voyez pas, mais c'est Adrien fait le la type en même même temps. chose, c'est au final. Et il est bien, Il a un ce pantalon débat. bleu. vous connaissez aussi peut-être un autre site, enfin c'est pas un site, c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube de Comic Book Girl 19 que vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos qui analysent l'univers et qui vont en profondeur de Game of Thrones. Et en fait alors ça dure bien 1h30, 2 heures minimum, hein, donc c'est un peu le genre de long podcast où tout le monde raconte un peu sa vie et où il divague très Pas comme rapidement. nous on divague jamais. Non, parce qu'on a 1 heure, qu'on a un conducteur et que je vous fais chier. Et pareil, ils passent en revue une quinzaine de comics qui viennent de sortir ce mois-ci. Ils y vont vraiment franco dans les avis. Je trouve ça assez sympa. Puis si vous aimez le ton de Comic Book Girl 19, même si sa petite voix nasillarde et son like I'm like Moi j'ai envie de la tabasser. Hein. Bon, elle est pas toute seule, hein. Dieu merci, il y a deux J'ai envie de la tabasser. Voilà. Pas de manière Attention, intime. ceci est répressible par la loi. c'est Oui, voilà, c'est pas très. Non mais non mais ça pourrait être aussi un mec qui me casse les couilles, mais effectivement elle me crispe un petit peu. Si vous n'avez pas ce ton, Elle me crispe un peu. voilà, je peux tout à fait comprendre. Et Kevin Smith me crispe aussi, tu vois. Genre, Kevin crispe. ouais, mais j'aime bien ce qu'il dit, mais. Non mais le ton du Fatman and Batman, cette crispe. Le personnage Kevin Smith, même je trouve qu'il dit plein de trucs intéressants et que je suis souvent d'accord avec lui et qu'il pose des questions que j'ai envie qu'il pose. C'est pas forcément l'ego, c'est le côté hyper blobesque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est le côté drogue, quoi, le côté speed. C'est vrai qu'à mon avis, Dont je ne suis pas du tout victime personnellement, tu veux. Il ne va pas tourner à C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis ça me casse les couilles, parce que quand quelqu'un est un peu trop comme moi, j'ai envie de le tuer. Il n'en restera qu'un. Je sais plus, on avait vu tout à l'heure, comment on s'appelait hors antenne, on parlait d'un autre site de je sais plus. J'avais noté un truc. Google.com. Ouais, c'est ça. Rokirama. Ah oui, voilà, Rokirama. Rokirama parlant de... Joe, tu veux me parler de Rokirama? Non, je vais pas parler de Rokirama. À ce moment-là, on va passer là-dessus. Voilà, non, je prêcherai un petit peu pour ma paroisse. Les clairvoyants quand même. Oui, c'est ça que j'ai oublié, que j'ai pas dit. Sur les MCU. Oui, les clairvoyants, merci d'avoir fini la phrase. Vas-y, présente-les. Oui, surtout que je ne les écoute pas. Mais pourquoi? Non, j'ai jamais trouvé le temps en fait. D'accord. J'ai déjà trop de choses à faire. C'est comme nous, hein, c'est 1 heure. Mais si, j'ai commencé à écouter le dernier épisode et j'ai trouvé ça méga cool, le ton très posé de Fasky et tout. Bonjour. Bisous, Fasky, si tu nous écoutes. Age of Ultron. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Putain, mais tu devrais parler comme ça tout le temps, là. Ok. Alors, à partir de maintenant, je vais parler comme ça à la radio. Ça vous va? Mais putain, attends, mais c'est un truc de ouf. Attends 2 secondes. Mais non. Bonjour. C'est Mais non, mais c'est pas sérieux. Arrêtez ça. Désolé. Big up, morceau choisi. Au-delà de ça, l'émission et son contenu sont quand même super cool. Moi j'ai écouté le dernier sur oui, c'est très bien. Age of Ultron. Non, c'est pas ça. Non, si c'était sur Ultron. Je me rappelle plus avec mon accent. Non, il est vraiment cool. Je me rappelle plus. Putain, ils m'ont perturbé avec leur truc. C'est pas cool ce que vous avez fait. C'était très drôle, mais c'est pas cool, ok? Bon, plus sérieusement, je voulais parler d'un tout dernier site. Donc oui, les clairvoyants sur le site lesclairvoyants.net, quelque chose comme ça. Voilà, je fais des gestes. Et non, et c'est plus sérieusement, je disais, un site qui est assez sympa pour tous ceux qui veulent analyser un peu les ventes, tout ça, qui s'appelle Comicron, donc Comic Chronicle. Ça te fait rire? C'est pas drôle du tout. Et donc c'est un site horriblement sommaire avec des chiffres. C'est juste des chiffres. C'est vraiment pas sympa. Mais par contre, ça vous permet de déterminer pourquoi chaque mois Walking Dead est le premier titre et ainsi de suite. Pourquoi Storm est
on en parlait il y a 2-3 émissions, est un titre qui va bientôt mourir. D'ailleurs, on parlera de la mort. Non, on a déjà parlé de la mort des comics la semaine dernière, il y a 2 semaines. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on arrive à la fin de l'heure là. Il est Alors, je vais reparler, il est 21h53. Alors, et vous, alors sur Twitter, comme d'habitude, et sur les pages Facebook, vous pouvez nous donner vos références. Toujours avec le hashtag ComicsOutcast ou en répondant @ComicsOutcast. On sera content d'intégrer vos recommandations à notre émission. Elle était longue cette phrase, hein, n'est-il pas? On vous met une petite pub qu'on a déjà mordu tout à l'heure. Je remets la même ou pas? Alors on lui a déjà fait de la pub là, morceau choisi là. Vas-y, morceau choisi. À tout à l'heure. Allez, ok. T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur internet? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français? J'ai l'émission qu'il te faut. Ta gueule. Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages. Ta gueule, une émission Radio Kawa. Donc c'était absolument pas morceau choisi, mais c'est pas grave, merci Jo. Bon, morceau choisi sur Radio Kawa tous les lundis matins, en podcast, en téléchargement sur le site de Radio Kawa, comme d'hab. On va passer à notre toute dernière rubrique, on n'a pas beaucoup de temps, on va le faire. On va parler de télévision et de projets. Attends, tu veux dire c'est hors les bulles? C'est hors les bulles. Mais oh là là. Oh là là, Est-ce que je faisais comme ça avant? Je sais plus. Donc, non, je suis perdu. Bon, reprise au sérieux. J'ai fait clac-clac avec mes feuilles. Donc, on va parler de séries télévisées, donc de projets de Preachers, la série de chez Non, je sais. Preachers. Non, The Preacher, ouais. Et Powers, la série, oh là là, de Brian Michael Bendis, qui ont eu des annonces différentes par rapport à leur diffusion très prochaine normalement. En l'occurrence pour Preacher, ce sera AMC, donc la chaîne de Walking Dead, de Mad Men, de Breaking Bad, qui depuis 2012 tracte là-dessus. Mais voilà, Seth Rogen et Evan Goldberg, donc les deux mecs derrière, super grave en cloque mode d'emploi et tout ça, ont décidé de réaliser la série. Et Green Hornet. Ouais, mais justement, je vais pas le dire pour pas dire que ça va être de la merde, tu vois. C'était ok, Green Hornet. Ils se sont associés à un showrunner de ouf qui n'est autre que Sam Catlin, qui a bossé sur la saison 2, 3 et 4 de Breaking Bad, et qui ont annoncé donc au début de ce mois-ci, au début de décembre, que le pilote de Preacher sera tourné début 2015, enfin courant 2015 en tout cas, pour une diffusion, on l'espère, début 2016. Putain, on a le temps, c'est ouf quoi. Bah oui, mais on a grave le temps. Est-ce que c'est pas on mieux? est en amont de l'info de ouf. Ah, c'est tout frais là pour le coup, ça date de quelques jours pour nous. Alors je précise juste que c'est chez Vertigo, Preacher. Donc. Merci, j'allais dire une grosse grosse bêtise, merci de m'avoir la branche adulte de DC Comics. Donc voilà, en parlant de ça, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous connaissez un petit peu la série Preacher et connaissez surtout son niveau de violence? Alors ouais, c'est assez phénoménal Preacher, quand tu m'as appris qu'ils allaient l'adapter. Donc déjà je connaissais pas la série avant, enfin le comics. Donc je me suis renseigné un petit peu. Je me suis dit prévoir un truc aussi longtemps à l'avance, déjà en plus il y a 4 personnes qui se sont passées la main pour aller sur le projet. Je me suis dit mais pourquoi ils refusent tous le projet? Je lis le comics et je fais ah ouais quand même. C'est avoir des méga bollocks en acier trempé de prendre ce comics en adamantium parce que le truc est violent certes, mais c'est surtout au niveau de la violence morale, thématique sur la religion. Ils vont taper dans des gros tabous, ils vont aller à l'hérésie, ils vont aller sur le bûcher en fait, s'ils prennent la truc de Preacher. C'est un mec qui se sert de la voix de Dieu pour faire aux gens ce qu'il veut. C'est ça. Voilà, donc c'est un ange et un démon qui ont forniqué pour créer l'entité Genesis qui a le pouvoir égal à celui de Dieu lui-même, qui s'est barré en vacances et donc ça rentre dans la tête d'un prêtre. En fait c'est Bruce tout puissant mais en mode vénère quoi. Est-ce qu'il s'est barré sur la même ligne que Batman et Robin dans Batman je vois pas. Batmanga? Je vois pas. Non, vois pas. si, Non. personne. Putain. Non, dans Batmanga, Batman et Robin, même si le crime existe toujours, ils se barrent en vacances. C'est vrai. Voilà. Joe, il doit s'en rappeler, il était là, Adrien était là aussi. C'est vrai. Bouddha, épisode 3. Donc oui, tu parlais des gens qui se sont passés la patate chaude. Il y a donc Sam Mendes
qui avait voulu faire un film à la base de ça, mais il s'est dit en fait après avoir lu c'est quand même mieux en série, donc il a laissé tomber, mais avec beaucoup de regrets. Enfin, il a exprimé son regret au créateur à l'époque, et c'est donc avec grosse surprise qu'on a appris que Seth Rogen, donc qui est un comédien, mais bon qui est aussi passé derrière la caméra, va s'occuper de ça. On se dit que c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais alors en fait il sera juste normalement le duo de Rogen et Goldberg, à qui on doit pas mal de choses, dont tu disais en Clock Mode d'emploi et aussi Green Hornet. Donc c'est quand même des geeks les gars, mais c'est des gros geeks. donc là ils devraient faire le pilote. Après, oui, là, ils seront producteurs exécutifs. Là, pour le moment, on parle vraiment juste du pilote, mais on en est au pilote, c'est déjà bien. Alors, est-ce qu'on sait qui va être le showrunner en fait, ou pas encore? Oui, pour l'instant, excuse-moi Adrien, pour l'instant c'est Sam Catlin, donc le mec qui était aux commandes de Breaking Bad pendant 3 saisons, les 3 dernières. D'accord, ok. Donc c'est pas personne. Hein. Non, c'est pas personne. Ouais. Et puis effectivement, Breaking Bad, même si ça n'a rien à voir avec The Preacher, bien sûr, c'est aussi une série quand même. Sœur en termes de violence thématique, d'ambiance glauque et d'humour noir aussi, parce que Preacher on l'a décrit là vraiment comme une série hyper, mais c'est drôle aussi quoi. Je pense que entre ça, donc on a, sur AMC on a quand même Walking Dead et Mad Men, plus le showrunner qui était sur Breaking Bad. On a des bons ingrédients qui peuvent faire croire à un truc. Ok les gars, peut-être qu'ils vont y aller au blasphème, peut-être qu'ils après vont le problème, moi c'est toujours le même souci, c'est qu'on avait une super bonne équipe sur Walking Dead, et c'est de la merde. On n'est pas d'accord, mais on en parlera plus tard. Voilà, vous bâchez, c'est toujours pareil. On va rapidement passer au deuxième titre qui sera adapté. Il s'agit de Powers, un titre qui a été créé par comment ça s'appelle, excusez-moi, Brian Michael Bendis, donc monsieur 12 000 mains chez Marvel, qui fait tout, j'ai l'impression. S'il n'est pas nommé directeur artistique chez Marvel d'ici 5 ans, je ne sais pas ce qui se passe, parce que je pense que c'est tout ce qu'il veut. Donc alors lui, une histoire un peu plus longue, ça commence en 2001 avec Sony Pictures qui était sur le projet, qui voulait déjà l'adapter. Au départ c'était au cinéma, et c'est seulement beaucoup plus tard, en 2009, que Bendis s'est dit non en fait je vais pas le donner à Sony, je vais le faire tout seul. Et encore plus tard, en 2011, la Fox et Sony trouvent un accord pour produire un pilote, sauf que ça marche pas tout de suite, ils font un truc, c'est complètement bidon, le casting ça va pas du tout, le script ça va pas du tout, Bendis n'est pas content du résultat, et encore plus tard, en 2012, ils annoncent qu'ils vont faire un pilote, et en 2014, ils annoncent définitivement que le pilote, que la série sera diffusée, donc que les épisodes vont être tournés dès décembre 2014. Sauf que donc là on est le 12, mais en vrai dans l'enregistrement on est le 8. J'ai bien peur que la diffusion n'ait lieu, en tout cas l'annonce de la diffusion n'ait lieu entre maintenant et la diffusion du podcast. Mais voilà, c'est un peu étrange quand même que presque à la moitié du mois on n'ait toujours pas d'idée de. Et rappelons que c'est sur le PSN. Donc. Oui voilà, autre chose, ça, ce n'est pas la télévision classique on va dire, ce n'est pas sur Netflix, ce n'est pas sur le câble, c'est sur le PSN. Donc le en PlayStation streaming, Network, voilà, PlayStation Network, pour les possesseurs donc de PS3 et PS4 uniquement. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça, de déjà ce format et Déjà il faut rappeler aussi que contrairement à Preacher, ils ont déjà un trailer qui a été livré à la Comic Con de New York, et en octobre. Allez le regarder pour vous faire une idée, même sans lire le comics, ça peut vous donner un ordre. On comprend tout de suite, tu comprends tout. Ça donne vachement envie. Non je déconne. Mais si, ça a l'air trop bien. C'était déjà ouvert. Moi je pense que au-delà de la qualité de la série à venir ou pas, je trouve que c'est cool de la part de Brian Michael Bendis. J'ai l'impression qu'en fait il a fait l'inverse de ce qu'a fait Mark Millar avec Kick-Ass. C'est-à-dire que Mark Millar avait et c'était vraiment un mec qui avait envie qu'un de ses comics soit adapté au cinéma et de devenir une star, et donc quand on lui a proposé d'adapter Kick-Ass, il s'est dit bon ok, on va édulcorer, on s'en branle, vas-y c'est parti, on fait un film grand public. Alors que Bendis, je pense que si ça a mis autant de temps à se faire, parce que mine de rien la série elle date de 2000 et la première discussion d'adaptation, tu le disais, c'était en 2001 après, donc ça a été vraiment très très rapide, et si le mec a tellement attendu, qu'il a tellement fait traîner, qu'il a d'abord refusé avec Sony, que finalement ça se fait sur le PSN, c'est que vraiment je pense qu'il a envie de garder une certaine intégrité par rapport à son matériau de base, et du coup ça présage du bon, en tout cas en termes de pas forcément d'intégrité, voilà, et de fidélité, ça veut pas forcément dire que ce sera bien, il semblerait que il ait annoncé un rated R. Ouais. Donc un truc où ça serait relativement sans concession en termes de violence, etc. Si c'est le prix à payer pour aller sur le PSN, si moi il faut que j'allume ma PlayStation pour voir un truc qui est rated R mais qui a du coup un peu qui porte ses couilles par rapport aux matériaux de base, moi ça me va.
Ouais. Mais grosse c'est bollax d'accord. au niveau de Sony. Parce Moi, je qu'ils auraient trouve très pas. bien pu, non, ils auraient très bien pu se servir de leur chaîne de télévision qui est CBS pour passer ça à un horaire tardif ou alors d'une façon édulcorée, mais de se dire ok, PS4, enfin PS3 et PS4, on va jouer là-dessus avec l'avènement de Netflix et de toutes les Hulu aux États-Unis, Ouais, ce genre de choses. Bah, ils ont un média à lancer, je pense que le PSN aujourd'hui, vous savez, l'Europe n'est pas faite. Hein. Et le PSN. Alors, je pense que voilà, ils avaient un truc à faire, c'était maintenant, c'était avec ça. Je suis assez Et d'accord. je voudrais C'est quand une même bonne entrée en ajouter, matière, hein. dans le trailer, donc on voit que c'est avec Charlton Copley. Et c'est un acteur cool, c'est celui qui joue C'est qui, ça dans District 9. C'est le rôle principal de District 9 Oui, tout à fait. Celui qui parle avec l'accent incompréhensible. Oui. Ah, nous, des néo-zélandais, quoi. Donc voilà, donc, T'es pas sud-africain, genre? donc cool. Ou sud-africain, ouais, Voilà. t'as raison, pardon. Oh là là. Mais voilà. Et Ouais. il y aurait Eddie Izzard aussi d'ailleurs. Oui, oui, j'ai vu ça dans le cast. Je me suis dit, what the fuck? Dingue. Ça, c'est assez dingue. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus avant de finir? Moi, j'ai en fait, c'est marrant quand on en a parlé tout à l'heure en antenne, c'est peut-être parce que j'étais en train de manger mon McDo, mais du coup, j'étais moyennement, tu vois, emballé par le sujet. Et en fait, là, en parlant avec vous, je me dis que j'ai quand même plus hâte de voir ça que quand on m'a annoncé Constantine ou trucs comme- je me dis qu'il y a peut-être des chances pour avoir des séries vraiment intéressantes. Voilà, avec c'est ça. Peut-être que s'ils font Bah, pas comme Constantine, ça sera cool. Voilà, Peut-être exactement. que tout est dans le processus. Regardez, Constantine, c'est annoncé, il me semble, en fin 2013 et septembre 2014, paf, on a les épisodes. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'années de deal gestation on a de- même ouais. pire d'écriture d'ailleurs. et de réécriture, est-ce que c'est pas justement le meilleur signe et se dire que ah bah là ils ont vraiment bossé dessus, C'est- ils ont raté 15 copies mais celle qu'ils nous présentent c'est la meilleure. Je pense que tous les cas de figure sont possibles, mais en fait ce qui me rassure plutôt dans ces deux nouvelles séries, c'est que Constantine, t'as vraiment l'impression qu'ils ont voulu le rattacher à tout le bordel du DC Universe, même si c'est pas ça se passe. Officiellement annoncé. Voilà, officiellement annoncé, tu sens qu'il y a eu une édulcoration du matériel avec Constantine, quoi, clairement dans la série. Alors que là, si effectivement il reste dans un rated R, comme le disait Adrien, ça promet un truc qui sera pas trop consensuel ni pour Preacher ni pour Powers, et qui donc pourrait plaire à un public peut-être un peu plus adulte. Et enfin, on dira ok, cool, une série d'adaptation de comics. Qui soit moins mainstream, moi j'attends ça avec impatience. De voir en tout cas, je sais pas si ce sera bien, mais j'attends de voir. C'est surtout le Julien. fait qu'ils partent d'un matériau de base qui n'est pas connu de tous. C'est-à-dire que Preacher, moi, j'en avais jamais entendu parler, alors que c'est un truc de ouf, quoi. Eisner Award. Mais clairement, il y a plein de gens qui super verront les connu par séries qui communauté. sauront même pas du tout que c'est Et un on comic. saura c'est qu'ils s'en jamais foutent. que Il y a des gens existait. qui savent pas que Walking Dead est un comics. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Je veux bien croire. La Mais- plupart des gens, je pense. Du d'ailleurs. coup, là, c'est encore plus obscur Guillaume Blanc. et moins récent que Walking Dead. Et Ni Wayne. Ah, mais arrête. Arrête de piquer sur moi. Ni marier deux enfants. Big up, quoi. Stéphanie. Et du coup, cette méconnaissance du matériel de base va Ouais. faire apprécier la nouveauté de l'idée. C'est ce truc complètement blasphématoire. N'empêche, ça n'a jamais été fait pour Preacher. Tu parles de Preacher, ouais. Dans une autre série, même qui soit pas liée à des comics, le fait de bananer sur, enfin, d'être borderline sur Dieu et toute la clique et toute l'imaginaire céleste qui peut y avoir dans la Bible, des grosses séries comme ça, je sais pas s'il y en a déjà eu. Moi, je réfléchis, mais je n'en sais fichtrement rien. Il est vraiment pas mal ce nouveau format de Comics Outcast qui dure 1h23. J'ai pas fait attention, je sais pas s'il y a un truc derrière, mais voilà, on reste, voilà, c'est la vie du direct, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas, on n'a pas le choix, et surtout quand on n'a pas de montre. Tu regardes, elle est devant moi depuis le début. Bon, non, je ferai plus attention la prochaine fois. Bah, on va conclure là-dessus. Ouais. Oh, un lancement jingle réussi. Bravo. Voilà, je vous rappelle que Comics Outcast, on commence pas une phrase par je vous rappelle. Non, Comics Outcast est une émission produite par Radio Kawa et diffusée chez notre partenaire Synops Live. Wouh. Vous pouvez nous retrouver encore une fois sur Twitter @Comics Outcast Ouais. et télécharger des émissions 24h/24 quand vous voulez, mais 24h/24 quand vous voulez, mais non je radiokawa.com/comics-outcast. Nous, on se donne rendez-vous alors, petite surprise, pour notre émission 8, donc la prochaine émission normale.
Oh, le fait de dire normal, ça inclut spécial. Oh, on va faire une émission spéciale. Donc la prochaine émission normale aura lieu donc dans 2 semaines, vendredi 26 décembre à 21h comme d'habitude. Mais on est en train de vous préparer un petit truc. On espère que ça va vous faire plaisir. On est encore en train de peaufiner tout ça qui aura normalement lieu juste avant les fêtes de Noël. Alerte au Noël. Voilà, c'est ça. On sera pas que 4. On aura un peu tous les chroniqueurs en même temps. Tous ceux qui... 72. Voilà, à peu près. J'ai bien compté. Autant de bras que dans le corps de Shumagoras. Référence. Donc ça, voilà. On vous tient au courant. La fin de ta phrase quand même. Elle en a pas. Il n'y a pas de fin. D'ailleurs, le podcast, je vais juste ne pas parler en attendant que... Non, je rigole. Donc voilà, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux très rapidement. Donc voilà, retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ceux qui nous écouteront pas, on vous souhaite de bonnes fêtes en avance, hein, mais on sait que vous téléchargerez à mort. Et bon courage à tous les libraires, bon courage à tous les vendeurs de produits dérivés. Je sais que vous allez galérer avec les questions à la con des clients, mais on est là pour les aider. Et vous allez aussi vous faire un chiffre d'affaires de ouf, alors fermez vos gueules. Oui, c'est vrai. Voilà, bon. Voilà, on dit au revoir à tout le monde, merci à tous. Merci à tous. Ciao. À bientôt, bye bye. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants.